nouvelles altercations ont opposé civils et militaires le 15 juin dernier dans la ville de Sia, Bobo Dioulasso. Le bilan établi est d'un mort et plusieurs blessés. Une énième expédition punitive avec des victimes au compteur. Pour analyser ce sujet, nous recevons deux invités. Ce sujet et les autres, bien sûr. À ma droite, je reçois pour vous Ange Gabriel Kambou, journaliste président de l'Association des blogueurs du Burkina. Bonsoir. Bonsoir. On dit aussi bonsoir à Omer Bakari Sanou, qui est enseignant-chercheur. Bonsoir. Bonsoir. Alors, téléspectateurs de Burkina Info, on place donc aux échanges. Expédition punitive à Bobo Dioulasso, les forces de l'ordre au cœur d'un nouveau scandale, d'une descente musclée qui s'est soldée par un mort au compteur et plusieurs blessés. Un drame qui n'émoit presque plus personne, vu qu'il devient de plus en plus récurrent. Alors, la question, elle vous revient, Ange Gabriel. Est-ce que vous avez été choqué, sans doute, comme la plupart de Burkinabés, en apprenant cette énième altercation? Merci. Avant tout propos, je voudrais présenter mes condoléances à la famille du jeune homme qui a été assassiné. Alors pour vous, c'est un assassinat? Bien sûr, puisqu'il n'est pas mort de maladie. Ce n'est pas par accident aussi qu'il est mort. C'est quelqu'un qui a tiré sur lui. Donc pour moi, je pense que l'assassinat, c'est doter la vie à quelqu'un de façon intentionnelle par le moyen d'une arme. Donc j'ai été davantage choqué en voyant l'âge de la victime, un jeune homme plein de vie, plein d'avenir, dont le pays avait besoin, qui devait passer son examen du bac. Et donc c'est très choquant et c'est difficilement qu'on s'exprime sur ces sujets, parce que on peut comprendre que ce soit un accident, on peut comprendre que ce soit des suites de maladies, mais qu'il soit aussi impliqué dans une action qui a conduit à la mort, on pourrait comprendre. Mais ni de près ni de loin, vous êtes chez vous, et puis voilà, quelqu'un décide, parce qu'il a une arme, il décide d'attenter à votre vie, de mettre fin à votre vie, parce que simplement il a une arme. Et je pense que, en tant que parent, vous êtes inconsolable face à une telle situation. Il faut vraiment une force supérieure à la force humaine pour pouvoir pardonner ce genre d'actes. Alors je le disais tantôt, les cas sont légion. On a le cas de Nagrin avec cette altercation entre militaires et un groupe de jeunes le 7 janvier 2023. On n'oublie pas le cas de Dori dans la nuit du 4 au 5 avril 2023 où plusieurs civils ont été tués. Il y a le cas de Pau, le cas de Dapoya. La liste, elle est bien longue et les causes sont différentes. Alors, mais est-ce que cela peut justifier, Omer Sanou, cette descente de plus en plus nombreuse et perpétrée par des forces de défense? D'accord. Avant tout propos, je vais également m'incliner sur la dépouille donc, de ce jeune homme qui effectivement, à la fleur de l'âge, a été arraché donc, à ses parents et à ses êtres chers. C'est vrai que ce phénomène, en tout cas, devient récurrent au Burkina Faso, à tel point que ça n'émeut plus. On n'est plus aussi étonné de voir que des militaires sortent pour des bastonnades dans les quartiers selon certains événements qui arrivent. Comme vous avez pu le dire, en janvier, à Ouagadougou, à Nagré, on a vu des cas. En avril, à Dori, l'année passée également à Pau et à Dapoya. Donc, c'est vraiment un phénomène récurrent. Et du coup, bon, je pense qu'au regard de ce qui se passe, on aurait dit qu'ils ont un passe-droit. Parce que si ce phénomène perdure, c'est parce qu'au fond, il n'y a rien qui est fait
pour endiguer ce phénomène-là. Mais contrairement à ce qui est mentionné dans les différents communiqués du chef d'état-major général des armées qui paraissent à la suite de ces altérations, il est dit que des mesures seront prises, les fautifs seront sanctionnés. Tout à fait. Vous conviendrez avec moi qu'à chaque événement de cette envergure-là, il y a toujours eu donc des communiqués de l'état-major pour nous annoncer que non seulement ils étaient désolés à l'endroit de la population, et qu'au-delà de ça, il y avait une enquête interne qui était ouverte pour situer les responsabilités. Et que bien sûr, des actions seraient donc prises pour sanctionner ces individus en tout cas qui ont été à l'œuvre donc par rapport aux exactions faites aux populations. Maintenant, dans la pratique, on doit considérer qu'effectivement, jusqu'à maintenant, on n'a pas de retour. Vous remarquez que depuis que les enquêtes sont ouvertes l'année dernière, parlant de ces événements seulement, on n'a pas un retour probant. Donc, on est en droit de se demander, mais est-ce que vraiment, en réalité, il y a quelque chose qui est fait derrière? Parce qu'il ne suffit pas de le dire, mais il faut des actions, des réponses fermes à l'endroit de ceux-là qui font ces genres d'exactions à l'endroit des populations, pour que les populations voient seulement qu'il y a quelque chose qui est fait, qu'il y a un retour qui est fait, et qu'également, cela ne se perpétue pas dans le temps. Parce que c'est devenu un phénomène qui se perpétue. Donc, il faut bien sûr des actes forts pour endiguer cela. Et je pense que force doit rester à la loi, parce que évidemment, nous avons une justice militaire, et il va de soi donc que ces textes-là doivent s'appliquer pour que ces militaires-là puissent bien sûr être sanctionnés convenablement, afin qu'il n'y ait pas d'autres événements pareils. Voilà, je pense que c'est ça la solution qui pourrait nous amener en droite ligne vers une cohésion entre la population et ses forces de l'ordre, parce que c'est ce qui est recherché, je l'avoue, depuis des années, pour qu'il y ait un retour d'information à la base au niveau des localités. Et si ces genres d'événements-là viennent enfreindre la communication qui peine à s'établir entre les populations et ces forces de l'ordre-là, et ça serait vraiment dommage pour nous tous. Alors, est-ce que ce déshonneur, si on peut le considérer ainsi, qui salit un petit peu plus davantage l'image de l'armée du Burkina, n'est rien d'autre que le reflet même de cette armée-là, Ange Gabriel? Oui, bien sûr. Je pense que dire que notre armée a un problème, quand on dit un problème, mais c'est au pluriel, c'est comme si vous dites vous buvez de l'eau. Je pense qu'il faut qu'on accepte, c'est regarder en face, c'est regarder devant la glace et résoudre fondamentalement nos problèmes. Je pense que ce phénomène ne date même pas de... On a cité en 2023 seulement, en 2023 nous sommes à 3 incidents dans 3 régions différentes. 2023 seulement. On ne sait même pas ce que le reste de l'année nous réserve. Alors, avant ça, il y a eu 2021, 2022 et les années antérieures. La première fois que moi j'ai vécu ça, j'étais au lycée à Gawa. Et c'est les mêmes événements. Et souvent pour les mêmes causes. Affaire des femmes, affaire des débits de boissons. Voilà. Bon, et pour cela, on décide de punir tout un quartier. On décide des gens qui ne savent même pas pourquoi ils sont bastonnés. Voilà. Vous êtes chez vous et puis ils font irruption. Ce n'est pas qu'ils vous ont trouvé dans la rue. Il y en a qui sont allés dans les domiciles pour bastonner. Parce que simplement, ils ont des armes, ils ont la tenue pour pouvoir le faire. Donc c'est un déshonneur pour notre armée. Pour moi, je pense que tout cela aussi découle d'un problème d'éducation. L'éducation aussi bien en famille que l'éducation militaire. Parce que je vous dis une chose, pour moi, avant de vivre ce genre d'événements, j'avais un profond respect pour la tenue. Pour ne pas dire, j'aimais et j'aurais voulu être militaire. Pourquoi? À cause de la discipline. Parce que quand je vois les actes coordonnés, discipline sur discipline, j'aime ça. J'aime là où tout est bien ordonné, tout est bien coordonné. Donc j'aimais quand je partais assister au défilé, ainsi de suite. Mais cet amour a pris un coup quand j'ai vu ces événements jusqu'en 2011 avec les mutineries militaires. Donc, pour moi, c'est un problème d'éducation, c'est un problème de formation. Parce que pour moi, la tenue, quand vous portez la tenue militaire, vous n'êtes plus monsieur X. Vous êtes l'État, vous êtes le Burkina, vous représentez notre pays. La tenue que vous portez, c'est le pays que vous portez.
Donc cette tenue ne doit pas être bafouée. Ce n'est pas une tenue comme les autres. Sinon, moi-même, je serais allé m'en coudre une ou deux. Alors, donc, quand on fait ça, c'est un dosonneur, c'est un coup porté à l'image de notre armée. Et c'est nous tous qui devons nous révolter parce que nous ne devons plus accepter. J'ai mal au cœur quand je vois un homme en tenue dans un débit de boisson. C'est l'État que vous transformez dans le débit de boisson. Alors une note a été prise justement pour interdire cela. Oui, mais il faut que cela s'applique. Je vous dis, en pleine crise, j'ai vu une situation à Dori. Dans un débit de boisson, c'était un groupe de militaires qui buvaient. Et quand j'ai vu un d'entre eux se lever pour aller aux toilettes, sa démarche, vous savez qu'il est dans un état second, en tenue militaire, à Dori. Alors, donc, vous voyez, est-ce que on saurait justifier cela, mais est-ce qu'on ne peut pas interpréter en étant dans la tête de l'autre, le poseur de l'acte, justement, Ange Gabriel, est-ce qu'ici, ils ne se disent pas qu'ils font preuve de solidarité? Non, ce n'est pas cela la solidarité. On est solidaire dans l'action qui fait honneur au pays. Parce que vous avez pris l'engagement de défendre et de protéger. C'est pour cela que je dis, dans la formation, en fait, si vous remarquez, effectivement, quand je parle de problèmes de formation, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est dans l'ADN du militaire burkinabé que chaque promotion est appelée à commettre ce genre d'acte. Être solidaire. À être solidaire, même quand vous... C'est comme si aujourd'hui, si un militaire s'en va, je m'excuse, si un militaire s'en va voler, solidairement, vous allez voler avec lui. Si un militaire s'en va braquer, solidairement, vous allez braquer avec lui. C'est cela, la tenue. Est-ce que c'est cela? Non. On ne peut pas être solidaire dans ce qui n'honore pas notre pays. On ne peut pas être solidaire dans ce qui enfreint aux bonnes mœurs. Ici, c'est un problème privé. D'éducation. C'est un problème privé entre des individus. C'est-à-dire que si vous allez, par exemple pour le cas de Pau, vous allez courtiser la femme de quelqu'un, ce n'est pas l'État, vous n'êtes pas en mission. Ce n'est pas le chef d'état-major de l'armée qui vous a envoyé, ce n'est même pas votre chef militaire direct qui vous a envoyé en mission. C'est une affaire personnelle. Donc c'est une affaire personnelle et quand c'est comme ça, vous réglez en privé. Et vous ne devez pas utiliser l'arme qui appartient au peuple, qui appartient au pays. Vous ne devez pas utiliser votre titre de militaire pour régler ce problème. Mais on a ça pourquoi? Parce que, vous voyez, quand vous prenez une personne faible, dès que vous lui remettez une arme, elle se croit plus fort que tout le monde. Alors, donc, à ce moment, ça pose un souci. Alors, Omer Sanou, vous avez tantôt parlé de la question des sanctions. Alors, la question que je vous adresse, au-delà des sanctions qui doivent être prises, est-ce que ces situations-là ne sont pas des reflets d'un mal-être profond, justement, une faillite au niveau de la discipline au sein de l'armée? Oui, évidemment. Quand on sait que l'armée est une institution et que cette institution, elle est censée porter un certain nombre de valeurs républicaines. Et vous savez, j'emboîte bien sûr les idées que mon prédécesseur Kambou a dit. L'armée reflète toutes les valeurs, c'est au nom du peuple que ceux-ci portent la tenue et sont censés donc engager un certain nombre d'actions pour l'intégrité du territoire et la protection des civils. Donc du coup, on est beaucoup étonné et même déçu de voir qu'aujourd'hui, ils se retournent contre cette population qu'ils sont censés protéger et même chérir, même on va dire quelque peu. Voilà. Mais par rapport à votre question, il va de soi que vraisemblablement, on va dire qu'il y a un problème qui est conséquent, c'est qu'il y a un problème de sanction, de discipline, évidemment. Parce que si on s'en tient au fait que la hiérarchie, à maintes reprises, a forcément eu des retours à des discussions avec ces militaires-là, a forcément eu à l'interne des sensibilisations, et que cela perdure, cela veut dire que c'est passé outre mesure et que c'est considéré comme un phénomène normal. Ils ne se sentent pas, ils ne sentent pas le moindre mal qu'ils pourraient endurer s'ils commettent des actes comme ceci. Pourquoi je dis cela? Parce que si le phénomène perdure et qu'à chaque fois on se retrouve dans la même situation, ça veut dire qu'au fond, on ne respecte pas aussi la hiérarchie.
Tout le monde sait que dans l'armée, c'est la hiérarchie. Il y a un respect qui ne dit pas son nom. On fait le garde-vous devant le supérieur hiérarchique. Cela prouve à quel point ils sont subalternes. Maintenant, si vous n'êtes pas en mesure de faire bonne foi et de respecter les consignes strictes qui vous sont faites, c'est parce qu'il y a un problème de respect, de discipline. Donc, il va de soi que la hiérarchie, pour attraper le coup, puisse à un moment donné sévir, parce qu'il existe des textes pour ça. Voilà, le code pénal à l'endroit des militaires, et ils ont un tribunal spécial qui est en mesure de sanctionner les infractions qui sont commises par les forces de défense et de sécurité. Donc il va de soi que ces textes-là puissent être appliqués dans leur rigueur pour que ça donne bon exemple. Bon exemple aux autres, et afin que nous puissions être tous protégés, comme il a dit, ça peut arriver à tout le monde. C'est ça le problème. Si vous êtes chez vous à la maison et qu'un groupe de personnes mécontents rentre et commence à bâtonner votre femme, vos enfants, bon, à un moment donné, on se demande dans quel pays on est. Bon, je pense qu'on n'est pas dans un pays anarchique, c'est un état de droit. Et il va de soi que les textes soient respectés pour donner force à la loi. Alors, Ange Gabriel, plus de sanctions pourraient-elles être plus dissuasives? Oui, je pense qu'il faut revoir même le contenu des sanctions. Parce que comme il l'a dit, on ne sait même pas, on n'a jamais assisté, on n'a jamais vu, en tout cas, des résultats probants par rapport aux sanctions. Si vous sanctionnez un militaire en lui faisant faire des exercices, en le faisant courir, ainsi de suite, aller faire des épreuves, bon, ça participe à sa formation, c'est comme rien pour lui. Donc il faut que ces affaires-là aboutissent, qu'on puisse voir des jugements. Et dans ce pays, on aime tenir des ateliers avec le thème fétiche bilan et perspective. Hein? Moi, je pense qu'on est arrivé à un moment où il faut faire l'état des lieux des descentes militaires contre les civils dans nos contrées. Je pense qu'il faut le faire. Parce que si vous revoyez, si vous retracez l'histoire de ces descentes musclées, de ces bastonnades de population, vous serez édifiés. Parce que si on ne revient pas là-dessus et qu'on ne réfléchisse pas pour voir pourquoi effectivement ça perdure. Et comme il a dit, je pense que la hiérarchie militaire devrait aussi se remettre en cause. Parce que quand ça se passe, c'est comme une faillite de la hiérarchie militaire. Parce que c'est vos éléments, ils vous obéissent, ils sont soumis à vous. Donc, s'il y a une indiscipline... Alors, peut-être que ce sont des événements qui surviennent à l'insu de la hiérarchie militaire. Mais bien sûr, ce n'est pas qu'ils avertissent la hiérarchie militaire avant d'aller poser l'acte. Mais quand ils ont fini de poser l'acte, ils font quoi? Ils reviennent. C'est comme votre enfant. Il peut arriver que l'enfant ne vous prévienne pas avant d'aller commettre un larcin. Mais quand il va revenir à la maison, il faut que son retour fasse en sorte que demain, il ne reparte pas commettre le même larcin. Donc, je pense que c'est ça. À partir du moment, pour Bobo, on a, selon les faits relatés, c'est en cargo ils sont allés. Ça veut dire, est-ce qu'ils ont eu l'autorisation de faire sortir les cargos militaires? Parce que dans un camp militaire, pour qu'un engin sorte, il faut une autorisation. Donc, comment ça s'est passé? Il faut revoir toute la ligne. Comment ça s'est passé pour qu'ils sortent avec... et je pense qu'il y a une faction à l'entrée. Comment ça s'est passé pour que les cargos sortent, remplissent des militaires pour sortir, aller agir et revenir au camp? Parce que le cargo a été retourné au camp. Donc je pense qu'il faut prendre des mesures dissuasives, vraiment sanctionner, aller vraiment je pense qu'il faut donner l'exemple. Et un chef militaire sait donner l'exemple dans ce sens. Parce que, je le dis pour terminer, nous sommes en guerre. Et quand on est en guerre, on ne peut pas permettre ce genre d'événements. Ça salit l'armée, ça salit l'image de notre armée. Ça joue sur la cohésion sociale, ça joue sur l'entente entre militaires et civils dont on a besoin. Et je pense actuellement, combien de civils sont engagés aux côtés des militaires pour combattre? Donc si des civils sont au front pour combattre, pendant que des militaires sont en ville pour aller, pour des questions de femmes, aller bastonner toute une population, je pense que ça fait honte à la nation entière. Est-ce que vous pensez que... Juste un petit mot. Au-delà donc des sanctions, il faut qu'on insiste également sur la formation. Parce que voilà, dans ces centres-là où ils passent à travers leur processus de recrutement-là, il faut qu'on insiste sur la formation, sur les valeurs idéologiques qu'ils sont censés avoir pour ne pas avoir à commettre ces genres de choses-là. Parce que bon, ça me fait penser à cette phrase de Thomas Sankara qui nous disait qu'un militaire sans formation politique est un meurtrier en puissance. Voilà. Donc, évidemment, c'est dangereux d'avoir des militaires qui n'est pas dans la conception originelle qu'ils sont là pour la population,
qui sont là pour, en réalité, protéger ces personnes-là. Donc, pour mettre un tel acte, ne devrait même pas passer même une seconde dans leur tête. Donc, quand on voit ça, je pense qu'il faut revoir même la formation des militaires, là, intégrer des modules spécifiques pour leur faire comprendre les questions de droits de l'homme, pour leur faire comprendre les questions de protection des civils et l'intérêt qui doit exister entre eux et les populations en termes de cohésion sociale. Alors, je pense que ces modules-là sont inclus dans leur formation. Peut-être que c'est la mise en pratique qui fait défaut. Sinon, il y en a. Bah, s'il y en a, ça veut dire qu'il y a un problème, effectivement, qu'il faut passer à un autre niveau. Parce que la sensibilisation semble ne pas marcher, et bien il faut sévir parce que c'est la seule porte d'entrée qui nous reste. Est-ce que justement les structures de défense des droits de l'homme devaient se saisir réellement de ces cas? Parce qu'on voit souvent des communiqués et puis on passe à autre chose. Oui, évidemment, quand il y a chaque fois ces genres d'événements, le phénomène advient, ils se saisissent automatiquement. Des rencontres avec la hiérarchie militaire pour justement poser une doléance précise et claire. Je pense que, comme j'ai dit tantôt, quand ces genres d'événements adviennent, tout de suite ils se saisissent, ils s'autosaisissent et puis ils font des communiqués. Ils tentent même de faire un certain nombre de plaidoyers à travers les réseaux sociaux et tout, mais apparemment ça ne suffit pas. Voilà, ça ne suffit pas. Mais est-ce qu'en réalité il y a une volonté? Il y a une volonté de sévir, de faire changer la donne. Parce qu'à un moment donné, on se demande, est-ce que la hiérarchie, est-ce qu'ils n'ont pas aussi quelque peu peur d'un certain retour de bâton? Parce que, bon, à un moment donné, qu'est-ce que vous voyez? Souvent, quand il y a un des leurs, au nom de la solidarité qui est sanctionné, tout le groupe sort et s'en prennent encore de plus belles à faire des exactions, à tirer en l'air, à faire des choses. Donc, ça crée un autre trouble à l'ordre public. C'est souvent ce qu'on constate sur le terrain. Voilà, donc on a envie de dire que même la hiérarchie tente de caresser par le poil ces gens-là, alors qu'ils ne devraient pas. Il faut oser, il faut à un moment donné affronter la réalité. Allez-y. Non, je pense qu'il y a un problème de qui est le militaire. Parce que pour les militaires, il est un super homme qui est au-dessus du civil, qui est au-dessus même de la loi. La preuve, c'est que souvent, ils vont brûler le feu, ou bien ils vont commettre une infraction en circulation routière, mais il ne faut pas prendre leur moto. Si le policier prend la moto, il va descendre, dit je suis militaire, ou bien il appelle pour qu'on vienne, pour qu'on lui remette sa moto. Déjà, quand vous posez ces actes, pour les militaires, le civil n'est rien. Et on a entendu ce vocabulaire lors des mutineries en 2011. Sur RFI, on a interrogé un militaire, on lui demande, et les civils qui subissent vos idées. Non, pour eux, les civils, ce n'est pas leur affaire. Donc, le militaire se croit supérieur. Et je pense que peut-être qu'on met ça aussi dans leur tête. Qu'à partir du moment où il se sent supérieur, il se sent au-dessus. Et l'autre chose, c'est que souvent, les parents ont dit, non, tel enfant est bandit, il n'a qu'à aller dans l'armée. C'est-à-dire que les parents, les enfants bandits là, ont dit allez dans l'armée, donc là-bas. Donc, en pensant que s'il va dans l'armée, bon, l'armée va s'occuper de lui. Non. Parce que si les bandits, si vous n'avez pas pu l'éduquer, lui inculquer des valeurs, quand il va aller dans l'armée, il devient pire. Parce que en ce moment où il tient une arme, il devient pire. Donc, je pense qu'il y a tout ça qu'il faut revoir. C'est pourquoi je parle je dirais même d'assises. Il faut faire des assises sur cette question-là. Parce que si le militaire croit qu'il est supérieur au civil, que le civil n'est rien devant lui, même le policier, qui est une force, la police qui est une force paramilitaire, il n'y a aucun respect pour le policier ou la police. On a eu ces affrontements aussi en 2006 entre militaires et policiers. Ce n'est pas normal, ce n'est pas honorable pour notre pays. Et il faut que, dès maintenant, cela cesse. Absolument, il faut que cela cesse. Alors, on va poursuivre dans les échanges avec un autre thème, chers invités. On parle entrepreneuriat communautaire par actionnariat populaire. Le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a procédé au lancement de cet important projet qui ambitionne de créer 1 million d'emplois directs en 2 ans et de faire du secteur privé
le véritable moteur de la croissance économique. Alors, les frais d'inscription au projet sont de 15 000 francs CFA en raison de 5 000 pour la souscription à une société coopérative et 10 000 pour une part d'action. 5 secteurs prioritaires ont été identifiés: l'agriculture, l'élevage, le textile et le secteur des mines. On analyse ce sujet avec Omer Sanou, tel que présenté. Est-ce que vous estimez que le projet il est viable? Déjà, il faut saluer l'initiative qui a été prise par le gouvernement de mettre en place donc, une agence pour faire la promotion de l'actionnariat populaire. J'estime que c'est une très bonne chose parce que ici, ce sont des valeurs de développement endogène et inclusif que l'on est en train de promouvoir. Et on sait que le développement endogène, c'est une transformation. C'est un processus qui conduit à une transformation économique, sociale, culturelle, scientifique, en se basant sur nos ressources internes, propres. Et il va de soi donc que dans un contexte où l'on sait que les ressources internationales, enfin, l'aide au développement s'amenuit, se fait rare, c'est vraiment intéressant de pouvoir compter sur ses propres forces. On a entendu ces théories sur ce concept-là depuis des années, à travers certains de nos grands professeurs, notamment le professeur Laurent Bado. Je pense que ça a été également promu par le professeur Kizerbo à un moment. Donc vous voyez que cette idée existait déjà au sein de notre société. Maintenant, qu'on puisse l'appliquer maintenant aujourd'hui, c'est une très bonne chose. Et je pense que cela va vous permettre de résorber énormément cette question de ressources qui manque énormément. Maintenant, au-delà de ça, avoir des entreprises qui sont financées par les Burkinabés eux-mêmes les amène à être vraiment impliqués, les amène à être vraiment à considérer la chose comme les leurs et à participer au développement. Ça, c'est la bonne chose. On a parlé du fait que cela va permettre de créer de l'emploi. Et c'est juste, si on peut mettre en place 4 usines en 2 ans, il va de soi que cela va générer donc des emplois et résorber quelque peu le chômage qui est un phénomène dans notre pays. Que les populations également puissent participer à cela, les permet de voir que tout est possible. Parce que j'ai envie de prendre des exemples, mais des exemples au-delà de notre pays, qui montrent que ça fonctionne, l'actionnariat populaire. On a l'exemple de l'Éthiopie, qui à travers l'actionnariat populaire, a permis de financer la réalisation du barrage de la Renaissance, à un coût de milliards de dollars, pas loin de 4-5 milliards de dollars. Les populations, les fonctionnaires ont laissé 1 mois de salaire et les populations ont participé également par sorte de dividendes, par question d'épargne. Et vous avez également le cas de l'Égypte qui a pu également, à travers cet actionnariat populaire-là, financer l'extension du canal de Suez il y a environ 5 à 6 ans. Donc, vous voyez des exemples probants qui prouvent qu'à travers l'actionnariat populaire bien encadré, il faut le préciser, nous pouvons construire un développement vraiment pérenne sur notre propre force. Alors, Ange Gabriel, quelle est votre opinion sur ce sujet d'actualité au Burkina? Bien, merci. Je pense que la volonté est là. On peut saluer la volonté, on peut saluer l'initiative. Mais je me permets quand même d'avoir des doutes en tant que personne aussi qui a une entreprise et qui sait ce que c'est que les affaires. Parce que quand vous êtes dans le commerce ou dans les affaires, vous regardez plus que l'autre ne regarde avant d'investir. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qui restent à clarifier. Moi, j'avoue que jusque-là, je n'y vois pas clair. Parce que l'idée peut être bonne, l'idée peut être merveilleuse, mais il y a la conduite de l'idée. Donc, je pense que c'est beaucoup plus là. Nous avons eu des cas précédents qui n'ont pas donné suite, qui n'ont pas honoré, en tout cas, l'engagement des citoyens burkinabés. Je prends le cas des logements sociaux. On nous avait demandé de nous inscrire à 2000 francs. Voilà. Donc, en sachant que, par exemple, tout le programme, c'était 40 000 logements. Et on dit, bon, tous ceux qui veulent, c'est 2000 francs. Bon, donc, on se retrouve avec des millions de Burkinabés qui souscrivent pendant qu'on a 40 000 logements. Donc, déjà, après, quand vous posez la question où est parti cet argent, on est incapable de vous dire clairement
de vous situer, de vous présenter la traçabilité de cet argent. Ici, pour cet actionnariat populaire, on dit pour s'inscrire, il faut 5 000 francs. Ça veut dire que vous pouvez vous inscrire à 5 000 francs et pour acheter une action à 10 000 francs, bon, vous allez vous retrouver si vous avez 100 000 francs, c'est peut-être 10 actions que vous avez. Donc, il faut expliquer clairement aux uns et aux autres ce que cela vaut, ce que ça signifie, parce que ce n'est pas commun à tout le monde. L'autre chose, c'est la gestion. Et c'est là, justement, mon inquiétude. Parce que c'est de l'argent. Je reprends le cas, même si ce n'est pas similaire, mais ce sont des fonds qui sont allés là-bas. Reprenons le cas des investisseurs en crypto-monnaie, ce qu'on a connu. Mais c'est des milliards qui sont engloutis dans cette action, mais les Burkinabés aujourd'hui n'ont pas été indemnisés. Donc ça pose un problème pour celui, par exemple, qui a perdu 10 millions, 20 millions, 30 millions, même 50 millions, parce que j'ai appris qu'il y a des gens qui avaient investi jusqu'à 50 millions. Donc un Burkinabé qui investit 50 millions et qui n'a pas de retour, et c'est comme si aujourd'hui l'affaire, bon, il n'y a plus d'espoir. Quand vous appelez aujourd'hui les gens à souscrire pour une action populaire, forcément, la personne va avoir des réticences parce que elle a fait hier et puis ça n'a pas donné. Donc c'est pour ça, pour moi, il faut vraiment donner des gages de célérité, de transparence dans cette affaire d'actionnariat populaire. Si on ne le fait pas, je pense que demain, et nous savons aussi que ce pouvoir en place, c'est un pouvoir de transition. Ça veut dire qu'ils n'ont pas forcément vocation à rester longtemps à la tête de l'État. Alors, si demain, la transition n'est plus là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que l'APEC est suffisamment adossée à l'État, l'État même qui rembourse difficilement ses créances, ses crédits? Donc, est-ce que c'est suffisamment adossé à l'État pour que moi qui ai investi, que je puisse me faire rembourser après et tout? Donc, il faut que cela soit clair. Par exemple, si je prends un projet d'agriculture à Gawa, où moi je souscris, qui gère l'entreprise, comment ça s'est fait, ainsi de suite. Le peuple a besoin de savoir tout ça avant d'investir. Sinon, actuellement, vous avez remarqué, il n'y a pas forcément d'engouement autour de ça parce qu'on ne comprend pas grand-chose. Et on a besoin, on aurait souhaité avoir les responsables de l'APEC ici pour nous expliquer parce qu'on ne comprend pas au fond. Et comme c'est un enthousiasme aussi autour de la transition, peut-être que les gens vont y aller parce qu'ils veulent soutenir la transition, mais après, forcément, des problèmes vont se poser quand va venir le moment de partager les bénéfices. Justement, sur la question de partager les bénéfices, est-ce que des gens ne vont pas voir ça comme étant un fonds d'investissement? Parce qu'on paye des actions, on attend sur peut-être une période de 3 à 4 années, 2 ans, 2 ou 3 ans, et on attend de recevoir peut-être plus que ce qu'on a investi. Ok. Il va de soi, hein, comme toute entreprise, que quand on investit, il y a un fort risque de gain, mais qu'il y a également un risque de perte. C'est significatif. Maintenant, bon, dans cette dynamique-là, il semble qu'on nous fait l'éloge du fait que ce processus soit conduit forcément à des dividendes positifs. Ben, c'est bien, tant mieux. Parce que quand j'entends le responsable donc, de l'APEC, à travers certains discours qu'il a tenus, l'agence, en tout cas, va travailler à faire un suivi très rapproché des structures qui vont être mises en place, en parlant de ces différentes sociétés qui font appel à la contribution populaire. Et ce suivi-là, ils auront cette possibilité parce qu'ils auront investi, parce que l'État aura pris au moins 20% des parts de l'entreprise, ce qui donne leur droit de contrôle dans la gestion. Bien, on espère que ce sera le cas pour toutes ces initiatives qui vont être mises en place. Parce qu'effectivement, quand l'État incite les populations à adhérer à l'actionnariat populaire, il faut qu'il y ait derrière une régulation qui les permette bien sûr de pouvoir faire un suivi, comme vous l'a dit tantôt, en termes de transparence également, pour que les populations sachent exactement ce qu'il y a comme retour par rapport à l'activité de ces sociétés-là. Et par rapport donc à ces dividendes-là, évidemment, si après un moment donné, après 2 ans, parce qu'on parle ici de différer de 2 ans par rapport au versement des dividendes, c'est ce que j'ai perçu à travers le discours du directeur général de l'APEC. Donc après 2 ans, vous commencez à apercevoir donc un retour sur investissement. Voilà. Ben, tant mieux.
tout le monde va investir. Et effectivement, ça va servir de fonds de commerce, d'investissement, parce qu'il en manque des financements dans ce pays-là. Donc, cette formule-là permet de résorber ces différentes lacunes qu'on a dans notre système, dans notre modèle économique, qui veut qu'on procède à travers des banques. Et encore là, il faut le dire, quand l'État même procède à des projets d'investissement majeurs qui participent au développement de la communauté, elle va emprunter auprès de banques internationaux, des fonds mondiaux, le FMI, la Banque mondiale et tout, qui prêtent à des taux souvent élevés. Donc, en définitive, on est endetté, alors qu'ici, dans ce modèle-là, ce sont les populations elles-mêmes qui investissent et qui, à un moment donné, soit un retour sur investissement, soit, bien sûr, à un moment donné, peuvent avoir quelques pertes. Parce qu'il faut, moi j'insiste sur ce fait-là, parce que toute entreprise n'est pas vouée à donner des résultats probants à 100% de bénéfices. Voilà, il faut qu'on se dise qu'on va et que c'est une initiative qui est toujours risquée. Voilà, parce que ici on parle par exemple de sociétés qui vont recruter soit, mais est-ce que ce sont des sociétés qui seront viables? Est-ce que le marché est suffisamment... C'est vrai qu'ils ont dit qu'ils ont fait des études, mais est-ce que le marché permettra de résorber tous les financements pour qu'on puisse dès 2 ans commencer à verser des dividendes auprès des populations? Ça, c'est une question que je me pose. La question reste posée. Alors, l'entrepreneuriat communautaire et qui découle du développement endogène, une vision politique de la transition soutenable? Oui, je l'ai dit, l'idée en soi est très belle. Ça, il n'y a pas de souci, parce qu'il faut bien qu'on sache que nous sommes capables de faire de merveilleuses choses. Parce que dans la tête de nous autres ici, dans nos pays, nous pensons que l'argent doit toujours venir d'ailleurs. Des partenaires. Voilà, des partenaires. Donc, il faut qu'on sache que si nous réclamons la souveraineté aujourd'hui pleine et entière, si nous voulons décider par nous-mêmes et par tous les moyens, alors nous devons savoir aussi ce que cela implique. C'est des charges. Des sacrifices à payer. Des sacrifices à payer. Donc, sur ce plan, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Je l'ai dit, mon problème, c'est par rapport à la gouvernance. Par rapport donc... parce qu'il y a des exemples à profusion. Voilà. Je sais qu'il n'y a pas si longtemps que ça, par exemple, dans la région du Sud-Ouest, on avait parlé d'une société dans la région et on a appelé des ressortissants de la région du Sud-Ouest à participer, à prendre des parts. Les gens ont payé des parts et la société de transport a démarré. Je ne pense pas qu'ils ont tourné pendant 1 an. Aujourd'hui, vous ne savez pas à qui vous adresser pour vous faire rembourser, ou en tout cas pour vous donner quand même un bilan, ne serait-ce que le bilan. Et aussi, comme il l'a dit, il ne faut pas qu'insister sur le gain. Si vous parlez de gain uniquement, alors si je viens investir effectivement, il ne faut pas me dire demain, ah non mais vous savez, quand vous investissez, vous pouvez perdre ou gagner. Non, hier vous m'avez dit que si j'investis, je vais gagner. Vous ne m'avez pas présenté les risques. Donc il faut qu'à la fois qu'on dise, bon, vous investissez, voici ce que cela est. Pour moi, il faut des entretiens quand les gens viennent pour investir. Il faut un entretien avec la personne. Lui présenter les choses clairement. Monsieur, madame, si vous investissez, voici, c'est du commerce, c'est telle ou telle chose. Ça peut marcher, comme aussi il peut y avoir des problèmes. Donc, voici ainsi de suite. S'il y a un problème, comment il faut procéder, ainsi de suite. Sinon, ça ne va pas durer. Dans 2-3 ans, c'est sur les réseaux sociaux que ces problèmes vont se retrouver, voilà, parce que les gens n'arrivent pas à se faire rembourser, parce que ça fait 3 ans, on nous avait donné 2 ans, ça fait 3 ans, on ne voit rien, qu'est-ce qui se passe, ainsi de suite. Et si, comme je l'ai dit, le pouvoir change, nous connaissons la qualité de nos hommes ici, dans ce pays. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Donc, dans la gestion, il y a des gens qui se permettent de prendre des libertés avec l'argent public. Donc, si nous n'avons pas réglé ces cas, des gens vont venir s'asseoir à la tête de ces sociétés et vont créer des sous-sociétés qui vont pomper tout l'argent de la société pour aller dans leur société. Et vous allez venir, ce n'est pas que la société n'est pas viable. La société va faire des bénéfices, mais vous allez voir que vous avez fait un capital un revenu, un capital de 100 millions et vous avez dépensé 90 millions. Parce que simplement le monsieur a eu cette intelligence malsaine de conduire l'argent ailleurs que pour le bénéfice des investisseurs. Donc c'est pour ça que j'ai dit, il faut qu'on vérifie tout cela. Il faut qu'on fasse en sorte
que les gens aient confiance. Parce que c'est une première expérience. Si ça marche, vous allez vous retrouver avec un trop d'argent. Parce que les gens vont investir. Mais si déjà on ne prend pas les dispositions qu'il faut, je pense que ça va nous conduire à des actes de justice ou autre chose. Alors on va poursuivre rapidement sur un troisième sujet qui était retenu pour cette émission, vu que nous sommes pratiquement vers la fin de ce débat. On parle du Mali avec le référendum constitutionnel qui a eu lieu ce dimanche. Quelques 4,8 millions de Maliens étaient appelés aux urnes pour se prononcer sur le projet de nouvelle constitution. Les votants vont donc décider d'accepter ou non un renforcement des pouvoirs du président Assimi Goïta à la tête de ce pays qui est également confronté à une grave crise multidimensionnelle. Alors cette acceptation est l'un des enjeux de la consultation. Les détracteurs du projet le décrivent comme taillé sur mesure pour un maintien des militaires au pouvoir au-delà de la présidentielle prévue en février 2024. Alors, le référendum annoncé a finalement eu lieu ce dimanche. Le oui ou le non l'emportera. La question reste posée. Le résultat, en tout cas, est attendu d'ici 72 heures. Alors, dans l'un ou l'autre cas, comment est-ce que vous appréciez ce projet? Déjà, il faut saluer l'initiative qui a été entérinée par les autorités maliennes parce que la refondation de l'État fait partie donc des missions de la transition malienne et à travers donc déjà qu'on appelle ça la reconduite, bon, je veux dire la rédaction d'une nouvelle constitution tout simplement. Ils ont, je pense, eu des ateliers, des rencontres avec les populations et les différentes couches de la société malienne pour faire sortir donc cette fonte-là qui devrait normalement répondre à l'envie, à l'intention de créer une nouvelle génération, un contrat social dans lequel tout le monde doit se retrouver. Donc, normalement, ce projet doit répondre aux ambitions, à la volonté, à la vision du peuple malien qui a traversé un certain nombre de péripéties dans l'histoire, à travers les coups d'État et dernièrement, bien sûr, la chute de Ibeka. Ibrahim Boubacar Diallo et Keïta. Voilà, donc ça prouve qu'il y a une intention bien sûr de refonder l'État et je pense que les Maliens, ils vont décider si oui ou non ce projet les convient. On entend effectivement qu'il y a deux sons de voix qui sonnent par rapport à cette question. L'imam Diko qui est celui-là qui prône... Qui appelle au non. Voilà, qui appelle au non et qui prône donc que la laïcité ne soit pas mise en exergue dans la Constitution comme ça l'est aujourd'hui et qu'on parle donc d'un État islamique, d'un État musulman. Bon, ça c'est la volonté d'une frange de la population malienne. On saura si ce non-là va surpasser le oui. On a vu la mobilisation justement de l'imam Diko. Est-ce qu'on peut estimer que le rapport de force est en sa faveur? C'est vrai que quand on a vu les mobilisations, on a envie de s'inquiéter pour le oui, parce qu'il est arrivé à mobiliser énormément les populations autour de cette question. Il les a amenés, il les a exhortés à dire non. Mais de l'autre côté également, le gouvernement, avec toute son institution, avec sa machine, a également fait des propagandes pour que ce soit le oui qui l'emporte. Donc, dans tout ça, bon, c'est l'État malien qui décide définitivement. Nous, on n'est que des observateurs par rapport à cette question. Mais je pense qu'effectivement, quand on s'en tient également au projet, il semble que le président, en tout cas, a ses pouvoirs qui sont quelque peu accentués. Ses pouvoirs sont accentués. Et il a la possibilité de démettre le gouvernement. Il a même... le projet stipule qu'une amnistie est autorisée justement pour les auteurs de coups d'État antérieurs à l'adoption de la Constitution. Oui, évidemment. Déjà, ça, c'est clair que ça les concerne eux directement. Quand ils ont fait un putsch et que c'était vraiment un acte anticonstitutionnel, parce que dans les constitutions, c'est clairement dit que le putsch ne répond pas à la loi. Mais ici, il y a un autre point qui est évident, c'est que le gouvernement ne répond pas au Parlement, n'est pas responsable devant le Parlement, mais plutôt devant le président. Ça veut dire que le président peut démettre le gouvernement sans procéder à une quelconque mesure. Donc ici, effectivement, les pouvoirs sont accentués et on va vers un régime présidentiel. Mais c'est une bonne chose, justement.
une bonne chose. Cela dépend du contexte. Est-ce que je t'adresse la question, Ange Gabriel, est-ce que ce nouveau projet de constitution est plus basé, on a l'impression qu'il est plus basé sur l'homme que sur les institutions? Oui, je pense qu'en Afrique, nous n'avons pas un problème de constitution. Au fond, nous n'avons pas un problème de texte. Nous avons un problème d'hommes, nous avons un problème de leaders. Je pense que quand on a la volonté, les constitutions que nous avons actuellement permettent à ceux qui accèdent au pouvoir d'État de travailler comme il se doit. Et je pense que dans l'exercice, vous pouvez même à la fin de votre mandat faire ce genre de propositions d'amélioration de la Constitution et puis vous continuez votre route. Parce que vous êtes déjà parti. Je pense qu'en ce moment, ça ne posera pas trop de problèmes par rapport donc au fait que c'est taillé sur mesure. Pourquoi? Nous devons nous poser cette question effectivement. Pourquoi les gens n'ont pas confiance? Pourquoi les gens pensent que c'est taillé sur mesure? Parce que nous avons déjà eu des cas où c'est ça. Ce qui se passe actuellement ailleurs, ce sont ces constitutions taillées sur mesure-là qui nous conduisent dans des problèmes. Sinon, nous n'avons pas de problème. Le problème, c'est quand le monsieur accède au pouvoir et veut y demeurer éternellement. C'est-à-dire que dès que lui, il arrive, il goûte, il voit que c'est doux, c'est bien, les honneurs, il ne veut plus s'en défaire. Et en ce moment, on commence à faire des clins d'œil à la Constitution, on commence à regarder qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut tailler pour me permettre de rester toujours, voilà, malgré ma taille, les quelques kilos que j'ai pris en plus, comment élargir la veste pour rester toujours dedans. C'est ça qui pose les problèmes en Afrique. Quand vous prenez le président actuel du Mali, Assimi Goïta, pour moi, par exemple, par rapport à l'amnistie sur les coups d'État antérieurs à la Constitution actuelle, si c'est pour lui permettre de partir, après avoir fait le boulot pour lequel il a enfreint à la loi, pour moi, il n'y a pas de problème. Si ça peut lui permettre... Une velléité de, justement, rester au pouvoir après... C'est là que le problème se pose, justement. Parce que pour moi, si c'est pour lui permettre de ne pas être poursuivi après avoir rendu ces services-là, pour moi, ça ne me pose pas de problème. Voilà. Parce qu'après aussi, il faut qu'il soit en sécurité par rapport à cela. Mais c'est quand, effectivement, vous le faites parce que vous voulez rester au pouvoir. Et c'est pour ça que je l'ai dit une fois sur ce plateau, c'est ça qui me pose un souci. Parce que quand vous avez dit quelque chose aujourd'hui, il faut que ce que vous avez dit au départ, qu'à l'arrivée, vous puissiez respecter, même si c'est avec des larmes, que vous allez respecter cela et partir. C'est ça un homme. Parce qu'il ne faut pas attendre que la chose vous quitte et qu'on vous chasse. Il faut quitter la chose avec les honneurs. Je pense que c'est... L'exemple de Mahamoudou Issoufou. Bien sûr. Voilà. Le monsieur, des gens se sont levés pour faire comme ils l'ont fait ici au Burkina. Et il a dit non. Et je pense qu'il y en a qui avaient été jugés et emprisonnés à cause de ça. Donc je pense que c'est cette rigueur que nous devons nous imposer. Par rapport à l'imam Diko, je pense qu'à un certain moment, il faut qu'on pense État par rapport à l'individu, par rapport à un groupe. Je pense qu'aujourd'hui, sérieusement, je ne vois pas ce qui pose problème au développement du Mali, à la sécurité du Mali, parce que le Mali est un État laïque. Je ne vois pas l'intérêt. Le fait de déclarer le Mali pays musulman, pays islamique, c'est ça qui fait descendre l'or au Mali? C'est ça qui va faire le développement? Non, je pense qu'il faut qu'on soit suffisamment sérieux. Il faut qu'on pense suffisamment au-delà de notre être ou de ma confession religieuse. Je pense que c'est aussi ça qui nous cause des problèmes en Afrique. La question religieuse. On n'aime pas aborder ce sujet. Pourtant, il faut qu'on mette ça sur la table, quatre sur table, pour en parler. Oui, non, il n'y a pas de sujet tabou dans un État. Parce que quand la survie de la nation est en jeu, il n'y a pas de tabou. Ce qui est tabou, c'est ça qui va faire tomber l'État. Aujourd'hui, je le dis clairement, je ne vois pas en quoi le fait que le Mali soit un État musulman, que le Mali soit un État islamique, je ne vois pas en quoi nous aurons la sécurité, nous aurons le développement au Mali. Alors, la situation du Mali, qui est pratiquement similaire à la nôtre, le Mali qui est également confronté à une crise sécuritaire difficile, tout comme le Burkina Faso, on a vu que les relations de ces deux pays se sont énormément renforcées. Alors, est-ce que
La situation que vit le Mali actuellement avec cette réforme constitutionnelle qui est en cours, est-ce que l'idée peut germer au niveau du Burkina? Je pense que l'idée déjà a germé, hein, parce qu'on a entendu donc le Premier ministre la dernière fois donc à l'Assemblée, qui clairement a fait part du fait qu'il y a un comité d'une refondation donc de notre État, et qu'il y a un comité qui allait être mis en place pour donc penser et conduire donc à un renouveau par rapport à la Constitution. Donc il y a un projet qui va être forcément élaboré et soumis donc à la population, peut-être sûrement à travers un référendum. La question est de savoir est-ce que effectivement de procéder ainsi va nous amener dans une nouvelle dynamique, parce que les mots sont profonds. Voilà, quand on regarde effectivement notre société, la Constitution, qui est le contrat social, elle existe. Elle semble avoir prévu un certain nombre de dispositions pour que tout fonctionne comme il faut. Mais bien sûr, j'emboîte les propos de mon prédécesseur Kambou, qui dit effectivement que c'est un problème d'homme. Alors, est-ce que les politiciens, est-ce que les hommes d'État ont envie de respecter les règles comme elles sont préétablies? Pas forcément. Parce qu'on le voit sous d'autres cieux également, on réforme les constitutions juste pour pouvoir rester sur le fauteuil présidentiel, et quitte à tuer les populations, quitte à s'aimer un peu des troubles donc, dans son propre pays. Donc c'est vraiment un état où il faut également, un état des lieux qu'il faut également faire pour renforcer la capacité des institutions en termes de pouvoir endiguer souvent les révisions constitutionnelles. Quand on prend l'exemple, je n'ai pas dit que c'est un exemple parfait, mais l'exemple démocratique américain, on sait que la constitution américaine est tellement rigide qu'il y a eu peu de modifications en plus de 150 ans. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément le changement de constitution qui entraîne la démocratie ou le développement, mais c'est un processus qui veut que les choses prévues soient respectées et que l'on tienne compte également forcément des avis des uns et des autres dans la révision, quelque peu, mais sans trop en faire. Donc ici, quand on pense à refonder l'État à travers l'élaboration d'une nouvelle constitution, eh bien, pourquoi pas? Mais au-delà de ça, il faut un certain nombre de réformes. Est-ce qu'il ne se détourne pas de la priorité? C'est vrai que la priorité ici, c'est la sécurité. Voilà. Quand la transition a été mise en place, tout le monde le sait, on les attend sur ce chantier-là. Mais à côté, il faut dire que la transition est une occasion. Toute transition est une occasion pour réformer, pour mettre les balises là où il faut. Parce que si on est arrivé là, effectivement, il faut reconnaître qu'il y a un certain nombre d'obstacles à la démocratie qui existaient dans nos régimes antérieurs. Et ces obstacles sont évidemment connus. Dans le système électoral, par exemple, vous avez des partis qui mettent en avant le financier. C'est le financier qui permet à ceux-ci de pouvoir arriver donc au pouvoir et souvent excusez-moi du terme, de se faire rembourser à travers un certain nombre d'actions. Voilà. Mais est-ce qu'il ne faut pas aussi repenser, c'est pour ça que je parlais d'occasion de réforme, le système, en mettant en place un système où même le financement des partis doit être régulé, à tel enseigne que ce n'est pas le parti le plus riche qui arrive et accède au pouvoir. Donc il y a un certain nombre de questions de réformes qui doivent être mises en place pour qu'on s'assure que la Constitution, qu'elle soit réformée ou pas, puisse être respectée et que les institutions également soient des institutions fortes. Alors Ange Gabriel, est-ce qu'un tel projet pourrait passer au Burkina actuellement dans ce contexte? Oui, je pense que la réforme ou l'adoption ou aller à une 5e république dans notre pays, ce n'est pas avec cette transition que ça a commencé. Je pense qu'avec la transition de 2015, poursuivie par le pouvoir de Kaboré, donc je pense qu'il y a eu cette volonté d'aller à une autre forme, à une autre république. Je pense que ça, dans le fond, il n'y a pas de problème. Et comme il l'a dit, la transition est une occasion. Et c'est pour ça que je veux croire aux hommes et femmes qui dirigent notre transition. Il faut qu'il y ait cette confiance que vous n'êtes pas venus pour vous faire une place. Et c'est essentiel de le dire. Le dire ne veut pas dire que vous êtes contre la transition. Non. Mais la transition doit permettre au Burkina de profiter de cette situation anormale pour construire un État dont nous rêvons. Pour que, même si c'est le diable qui vient après, comme l'a dit l'autre, qu'il ne puisse pas pouvoir modifier la dynamique qui est lancée. Je pense que c'est ça. Mais quand on commence à penser à soi et à vouloir tailler la veste, forcément ça va poser un problème. C'est pour cela que nous devons avoir des hommes de parole, des hommes de foi, des hommes en qui on peut faire confiance entièrement, qui respectent leurs paroles, qui se respectent
eux-mêmes d'abord. Parce que quand on s'y respecte, on doit respecter sa parole. Donc, cela va nous permettre, effectivement, si nous devons passer à une 5e République, de pouvoir avoir vraiment des hommes qui ont réfléchi État, qui ont réfléchi nation, qui ont repensé comment nous pouvons faire en sorte d'aller de l'avant. Et cela, on ne pensera pas en écrivant, en pensant, on n'écrira pas en pensant, on n'écrira pas. Pardon, on n'écrira pas en pensant à tel monsieur qui doit rester, vous savez, bon, c'est cela qui va nous envoyer des problèmes. Donc il faut que notre transition, au cas où, j'ai entendu le Premier ministre dire que, bon, on n'est pas obligé de passer par le référendum, donc il y a d'autres formes pour voter cette loi. Moi, je dirais, sur ce plateau, que je ne suis pas d'accord. Parce que la transition, l'Assemblée législative de transition que nous avons actuellement n'est pas assez représentative de notre nation. Et donc, pour moi, il faut, comme le Mali l'a fait, on peut associer le référendum au prochain scrutin présidentiel. Je pense qu'il faut permettre à la nation entière de pouvoir s'exprimer parce qu'il s'agit de la loi fondamentale. Il s'agit de notre nation. Donc il faut faire en sorte que chaque citoyen en âge de voter ait la possibilité de se prononcer par rapport à ça. Et il faut que eux, qui ont vu les problèmes, qui ont tout, puissent faire en sorte qu'on puisse avoir une constitution qui ne va pas être modifiée dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans ou même dans 20 ans. Pour revenir au cas du Mali, est-ce que vous pensez que le non l'emportera ou le oui? Bon, déjà, il n'y a pas eu... J'ai suivi une édition d'information avant d'entrer en studio. Déjà, il n'y a pas eu trop d'engouement au niveau du Mali. Donc, je pense que là aussi, ça va poser un problème parce que s'il n'y a pas un fort taux de participation, ça voudra dire qu'il y a un désaveu. Maintenant, est-ce le oui ou le non qui va l'emporter? J'avoue que je n'ai pas les clés en main pour donner des pronostics. Alors si le non l'emporte, cela va énormément fragiliser le président Assimi Goïta. Oui, tout à fait. Je pense qu'il joue sa crédibilité, il joue sa popularité. Donc il va de soi que déjà il y a eu un regroupement qui dénonce des cas de fraude. Bon, mais ça, on dira que c'est normal en Afrique qu'il y ait toujours ce genre de discours. Mais je pense que on souhaite que le oui l'emporte pour permettre à Assimi Goïta de terminer sa mission qu'il a commencée et que la nation malienne reste laïque. Le oui ou le non? Oh, le oui, c'est le peuple malien qui va décider, évidemment, de manière souveraine. Mais bon, on attend de voir parce que bon, on n'est pas des divins pour imaginer ce qui s'est fait. Mais bon, ça risque d'être très serré. Hein. Ça risque d'être très serré quand on regarde les manifestations qui se sont tenues en faveur du non et ceux également du oui. Donc, vraiment, attendons de voir. Un deuxième vote n'est pas à exclure dans ce cas. Pouf, un deuxième vote, moi je pense... Au premier tour. Bon, ici c'est le oui ou le non. Si vraisemblablement le oui l'emporte à 50% ou le non à plus de 50%, tout de suite on va dans une situation où c'est la constitution qui est adoptée ou rejetée. Donc c'est là effectivement que le président malien vraiment risque sa popularité. Et vraiment, là, on l'espère vraiment, moi je l'espère aussi, hein, que le oui remporte parce que le Mali a besoin d'avancer. Le Mali a besoin d'avancer. Je pense, comme le peuple burkinabé également, les populations attendent beaucoup de la stabilité de l'État, ils attendent de la paix, de la sécurité pour pouvoir aller vers le développement. Parce que c'est ça qui nous manque le plus. Alors on vous dit merci au maire Bakary Sanou et aussi merci à Ange Gabriel Kambou pour vos éclaircissements apportés au thème retenu pour le débat du jour.